Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Si vous nous suivez, eh bien vous êtes sur studiokalita.com, peut-être sur Facebook ou sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est tant mieux parce que c'est un numéro très spécial d'Israël. Comment ça marche? Pourquoi? Eh bien, tout simplement par le sujet dont nous allons traiter. Je suis aujourd'hui avec Sophie Ruth-Nataf. Bonjour Sophie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et vous êtes, on va dire, spécialiste des questions de sexualité et d'intimité dans le couple juif. Tout à fait. Voilà. Alors, on pourrait dire, pourquoi une émission Israël, comment ça marche? Eh bien, tout simplement parce que, justement, en Israël, quand on est un couple juif, eh bien, la sexualité, ça doit marcher d'une certaine façon. Mais si on ne le sait pas, eh bien, on ne peut pas l'inventer. Apparemment, ça s'apprend. Exactement, ça s'apprend. La sexualité dans le couple juif, dans le judaïsme, c'est une sexualité qui doit être épanouie. La femme et l'homme doivent s'épanouir dans leur sexualité. C'est une mitzvah de la Torah. Et chez nous, donc, on n'est pas dans le judaïsme seulement dans les interdits. Dans les interdits ou dans la reproduction, dans tout ça. On est vraiment aussi au niveau de l'épanouissement sexuel. J'aime bien dire intimité, relation intime, parce que c'est pas seulement au niveau corporel, c'est au niveau de la neshama aussi, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau émotionnel. Une union du corps et de l'esprit, on Exactement. va dire. D'accord. Mais selon des règles précises, donc vous êtes Madrecha Atkala et vous avez aussi des sadnaot, on va dire, qui évoquent et qui parlent de ces questions sexuelles. Vous adressez à qui? Aux femmes, aux hommes, aux deux? Alors, je m'adresse uniquement aux femmes. J'aimerais bien avoir un binôme homme, mais je n'ai pas encore trouvé. En tout cas, je m'adresse aux femmes et c'est déjà énorme. Et je suis là pour vraiment développer chez elles leur épanouissement sexuel, tout en étant dans le cadre d'un regard juif. Et au niveau halachique, on reste dans la halakha, c'est important. Dans ma carrière, donc j'ai pu avoir souvent des questions. Après avoir donné une adrachat kala, une kala, j'avais des gens qui m'appelaient, des cousines, etc. Ah bon, tu as dit ça, je ne savais pas, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment alors quoi, il y a des tabous chez nous. Il n'y a pas de cours, on va dire, d'éducation sexuelle dans les milieux religieux, de niveau. Les choses ne sont pas mises sur carte sur table, ne sont pas expliquées comme il faut. Pas assez, pas assez. Lorsque moi j'ai eu ma Adratrat Kala, je me rappelle, la partie intime, c'était la dernière discussion. C'était dit vraiment sur le bout de la langue, comme ça, on n'osait pas trop en parler. Ça a évolué, grâce à Dieu, ça a évolué. Maintenant, quand on fait une Adratrat Kala, on a un tiers, c'est de la halakha, un tiers, c'est de la relation, c'est-à-dire shalom bayit, et un tiers, c'est, enfin, ça devrait être comme ça, en tout cas, l'acte sexuel. La relation sexuelle, l'acte sexuel, l'éducation sexuelle. Mais bien entendu, l'éducation sexuelle qu'on va donner à ce moment-là, c'est par rapport plus à la nuit de noces et qu'est-ce qui va se passer dans les premières années. Mais il se passe plein de choses dans la vie d'une femme après. On n'a pas la même sexualité à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 50 ans, avant les enfants, après les enfants, avec une épisiotomie, avec un problème d'hormones, le désir monte et descend. Les baisses de libido, les montées de libido, tout est traité avec vous? Tout est traité, et si on n'est pas au courant, on peut avoir peur de plus aimer son mari. J'ai des jeunes femmes qui viennent, qui me disent, mais je peux plus le voir. Je n'ai plus de désir physique pour lui. Peut-être je me suis trompée. Elles se posent des questions vraiment. Pas du tout. C'est normal. Mais si elles ne le savent pas, je veux dire, quand on accouche, on va à un cours de préparation d'accouchement, savoir comment respirer. Eh ben, dans la vie, on a un certain nombre d'étapes au niveau de notre vie sexuelle, et il est très important d'avoir une véritable éducation sexuelle avec un regard juif. D'accord. Alors justement, vous avez été longtemps prof de danse. Je suis toujours. Voilà. Et en fait, c'est
au cours de ces échanges avec les femmes, femmes. que l'idée est venue de vous occuper de ces questions-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez suivi une formation? Et qu'est-ce qui vous a guidé? Qui vous a guidé dans ce cheminement? Ok, alors c'est une histoire qui est un petit peu sympathique, on va dire. J'ai à la fois eu beaucoup d'empathie pour ces femmes qui souffraient, qui ouvraient leur cœur dans mon cours. Elles venaient avec des souffrances physiques, mais des fois morales. Et je sentais, elles avaient un gros stress, elles venaient pour se déstresser avec mes cours. Et elles ont commencé à me poser un tas de questions et j'ai cherché des réponses auprès de rabbinim. Alors, des questions, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans les détails parce que les gens ne savent pas vraiment de quoi on parle. Des questions de quel type? Des femmes qui venaient, il faut absolument que je maigrisse, mon mari ne me regarde plus, il s'approche presque plus de moi, je me sens mal dans ma peau, ou alors, tu sais, ces derniers temps, après la grossesse, j'ai des petites fuites, je ne sais pas qui aller voir, et ça m'embête, et j'ai honte d'en parler à mon mari. Ça peut être des questions vraiment, c'est très large. Très large, ok. Très large, mais il y a un mal-être. Il y a un mal-être, il y a une espèce de honte de parler de ça. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Et alors, elles se sont ouvertes à moi et moi, j'ai été chercher des réponses. Donc, j'ai été chercher des réponses auprès des rabbinim, jusqu'au plus grand rabbinim. Et j'ai cherché une formation qui n'a pas existé pendant très longtemps. Il y a, je pense, 5-6 ans, le Machon Yael a ouvert. Donc, c'est un Machon qui a été ouvert par une femme qui s'appelle Michal Prince. Et le Rav s'appelle Rafi Ostrov. Donc, et ce sont 2 orthodoxes, il faut quand même le préciser. Tout à fait, ce sont des orthodoxes. Et ils ont ouvert ce Machon pour donner donc une formation sur la sexualité juive à des gens qui s'occupent de ça. Parfois, c'est des professeurs d'école, des fois, c'est des gens qui s'occupent de Shalom Bayit. Enfin, il y a un tas de gens qui... Mais ils ont eu une idée importante. Ils se sont dit, voilà, de nos jours, si quelqu'un veut avoir une information saine sur la sexualité avec un point de vue juif, où il va aller la chercher. Alors, où il a vraiment beaucoup de chances de tomber sur le Madrichat Khatan ou la Madrichat Kala, qui est assez ouverte et qui est assez étudiée pour, mais sinon, où? Sur Internet, mais bon, la vision alors, à juive, l'école, il n'y a elle pas, est- au lycée, il n'y a pas, enfin, lycée, il y a un petit peu, mais pas à ce point-là. Et sur Internet, ben, il y a tout et n'importe n'importe quoi. quoi. Il y a surtout du grand n'importe quoi. Et même s'il y a des choses qui sont concrètement bien, est-ce que ça va correspondre à la vision juive? Donc, ils ont fait un truc très sympa, c'est qu'ils ont commencé à faire des conférences publiques, avec un petit jeu de mots, TED in bed. Et Oui, donc, les fameuses conférences TED Voilà, c'est qui ça. se sont ouvertes à Jérusalem il n'y a pas très longtemps. Ils ont participé et ils ont donné une conférence où il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. beaucoup de monde, avec des gens qui venaient de... Très divers. Très divers. C'était très, très, très bien, très sympathique. On voyait des ultra-orthodoxes à côté de gens pas du tout religieux, bien que je n'aime absolument pas mettre des étiquettes et diviser Non, mais le bon. peuple. Mais bon, c'est ça. Je veux dire, on ne sait pas. Cette femme-là, elle paraît comme ça et peut-être qu'elle a une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on peut pas diviser le peuple, mais en tout cas, ça fait un grand boom. bruit, un grand boom. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a eu aussi l'idée de sortir sur le terrain et de dire, voilà, vous êtes mariés, mais vous avez une vie sexuelle plus ou moins agréable. Vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés parfois sur votre chemin parce que il va y avoir des problèmes d'hormones, il va y avoir des problèmes de ménopause, il va y avoir... Comment vous allez les aborder si vous n'avez pas d'informations? Alors, vous parlez, Sophie, depuis tout à l'heure, de la vision juive de la sexualité. Alors, c'est quoi la vision juive de la sexualité? Alors, la vision juive de la sexualité, c'est une vision épanouissante de la sexualité. Alors, c'est une mitzvah d'abord. C'est une mitzvah, mitzvah Ona, qui est a priori une mitzvah pour l'homme, mais c'est pour les deux, bien entendu. Il est très important dans le judaïsme que le couple soit épanoui sexuellement. Quand il y a marqué Veidabek Blishto, il va se coller à sa femme, c'est fort, hein, c'est pas et tu auras une petite relation, tu parleras avec elle. Non, c'est... Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il y a acte sexuel, et qu'on le fait à la fois au niveau de la relation intime, c'est-à-dire une relation corporelle, une relation au niveau de la neshama, une relation au niveau spirituel. Au niveau de l'âme, donc. Et au niveau de l'âme, je dirais sentimentale, eh bien, on redevient Adam Arishon, le premier être qui est à la fois féminin et masculin, et qui était surtout à l'image de Dieu.
Donc, lorsqu'on redevient Adam Arishon, eh bien, on va ressentir dans notre cœur et dans nos sens physiques cette unité. Et c'est un petit peu ressentir l'infini. Donc, vous nous dites en gros qu'il y a une mitzvah de réjouir sa femme, voire de faire jouir sa femme. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Exactement ça. Et pour ça, il y a une grande ouverture dans le judaïsme. On va dire que si l'esprit, les kavanot, ce qu'on appelle, sont saines, vont vers l'endroit qui est de se relier à sa femme pour redevenir un, alors on peut lâcher prise au niveau du corps. Ça veut dire, est-ce que dans la sexualité, dans l'intimité des relations entre mari et femme, tout est permis? Parce que c'est une question qui est souvent posée, auquel il y a des réponses multiples, malheureusement. On entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, puisque vous êtes une professionnelle, alors, on voudrait savoir. Voilà. Alors, en fait, comme dans tout, eh ben, il y a plusieurs opinions. Et dans la Gemara, il y a plusieurs opinions. Il y a une opinion stricte et une opinion beaucoup plus libre et permissive. Normalement, dans la Gemara, d'après la Gemara... Mais toujours, vous dites libre et permissive, disons toujours en respectant strictement la halakha. Oui, en respectant strictement la halakha. On va dire les khumrot, les gens qui sont plus regardants, qui veulent en faire un peu plus que ce qui est permis, et les gens qui se contentent de ce qui est strictement permis par la halakha. Alors, c'est une vision, en fait. Comme dans tout, il y a des gens qui aiment être encadrés beaucoup plus fortement et d'autres qui s'épanouissent avec quelque chose de plus libéré. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, dans la Gemara, d'abord, il faut savoir que c'est le Rav qui donne l'opinion le plus libre qui a gagné, entre guillemets. Maintenant... dans le vif du sujet, c'est qu'en vérité, quasiment tout est permis. La structure fait que, bien entendu, avec ta femme et ton mari, quand tu es panida, et il y a quelque chose de très important, c'est que la femme, elle doit être d'accord, elle doit s'épanouir avec cette chose-là. Il n'est jamais question d'imposer quelque chose. D'imposer une pratique sexuelle X ou Y. Tout à fait. Il faut qu'elle soit consciente aussi, pas endormie, par exemple. Ok, donc c'est les seuls interdits, c'est que la femme soit consciente, c'est-à-dire pas endormie, tout à fait réveillée, qu'elle soit consentante, et à part ça, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, alors si on veut rentrer vraiment dans les détails, qui est de ne pas regarder be'oto hamakom, c'est-à-dire entre les jambes de la femme. Ça, c'est l'interdit de regarder. D'accord. Donc là, on est rentré dans les détails. Donc, si vous nous suivez et que vous vous posiez la question, au moins, on aura eu le mérite de donner une réponse claire. Encore une fois, il y a des rabbinim qui vont dire il n'y a pas que ça. Pourquoi ? Moi, je pense, c'est mon opinion personnelle. Encore une fois, je pense aussi que chaque couple est différent. Chaque couple a sa propre sexualité. Il a aussi son cadre halachique, il a son rave, et il faut aussi respecter ce cadre-là, bien sûr. Mais bon. Je ne veux pas me placer à la place du rave, absolument pas. Mais tout à fait, vous êtes là, c'est votre parole. Par contre, je vais donner un certain nombre d'informations, d'outils, et à chaque couple va les utiliser selon son désir, selon ce qui lui ressemble. Dans la relation, il y a... C'est un petit peu comme une danse. On n'a pas envie de danser tous les jours un slow ou une zumba. On a envie de changer. Il faut du changement. Maintenant, des fois, on ne sait pas comment faire ce changement. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'apprends dans mes sadhanaot. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais inspiré et en tout cas formé par le Machon Yael, vous avez mis en place des sadhanaot pour continuer d'aider les femmes, et vous abordez dans ces sadhanaot toutes sortes de questions, baisse de désir, vous parlez aussi d'actes sexuels formellement, vous expliquez les choses. Je parle aussi de tous les problèmes qu'on peut rencontrer chez l'homme et chez la femme, des problèmes de désir, des problèmes de plaisir, des problèmes physiques. Certaines femmes ne savent pas qu'il existe des vrais problèmes physiques. Il faut aller voir le médecin pour ça. Et elles peuvent rester avec des douleurs pendant très longtemps. On sent qu'il y a beaucoup d'ignorance, une espèce de chape de plomb sur ces genres de sujets. Pourtant, le judaïsme est une religion très ouverte. Sans tabou. Sans tabou.
Alors, Alors, mon opinion personnelle, allez-y. c'est que, on revient de Galoute. On a dû avoir énormément d'influence du christianisme, etc. Et pas seulement d'ailleurs. Ils étaient aussi dans des pays musulmans. Et on ne pouvait pas parler de façon naturelle. On ne pouvait plus être soi-même en tant que juif, en tant qu'hébreu, de façon naturelle. On revient chez nous, on n'est plus les juifs de Galoute, on redevient notre propre identité, on se reconstruit, on recherche à vivre nos halachot et nos hashkafot de façon le plus naturelle possible par rapport à notre vraie identité. C'est pour ça que, même au niveau du Mahon Poua, le Mahon Poua, c'est un institut. D'ailleurs, on avait reçu le Rav Benjamin David, un institut qui aide à la procréation lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les femmes sont stériles ou n'arrivent pas à tomber enceintes. Et qui s'occupe aussi de problèmes sexuels. Et donc, tous ces rabbinim-là, ils ne vont pas réécrire la halakha, mais ils vont la revisiter avec un regard beaucoup plus naturel, parce qu'on est chez nous, parce qu'on est en terre d'Israël et que on n'a plus à voir les influences de la galoute. Alors, juste pour revenir, parce qu'on profite de votre présence, il y a souvent des espèces de non pas de préjugés, mais de phrases ou de croyances plutôt, ce sera plus juste, concernant la sexualité dans le couple juif. On dit que en fait, la sexualité, c'est surtout pour la procréation. Enfin, certains le disent. Et donc vous, bien évidemment, vous mettez les points sur les i, non pas du tout. Absolument pas, puisque non seulement, je dirais Admé Aveisri, mais on parle de plus en plus maintenant de sexualité du troisième âge. C'est une des problèmes qui existent maintenant, par exemple, dans les maisons de retraite. Eh bien oui, Voilà, ils ne savent pas comment... Mais certains de nos auditeurs vont être très contents, je pense, ça donne de l'espoir. D'abord, on vit plus longtemps, en meilleure santé. Et donc, ça fait partie de l'épanouissement personnel, parce qu'il faut comprendre que quand on s'épanouit sexuellement, non seulement on développe chez nous un bien-être, une relation avec l'autre, mais ça donne des forces pour être épanoui dans plein d'autres choses. Quelqu'un qui est bien dans sa sexualité, il est bien dans sa vie pour plein d'autres choses. Et donc, pourquoi se limiter à la procréation ? Dans le judaïsme, il y a donc une vraie mitzvah, une mitzvah tona. Et en plus, par exemple, une femme qui serait enceinte, alors quoi ? Elle pourrait plus. Une femme qui est ménopausée, alors ça y est, c'est fini. Et je vais même dire plus que ça. Même un homme qui a un problème plus tard, par exemple... de prostate. Voilà, de prostate, qui risque d'avoir des problèmes d'érection. Eh bien, là aussi, il y a des solutions, et des solutions d'après la halakha. Ok. Il faut les connaître. Donc, vous traitez de ces questions durant toute la vie d'un couple, voilà, du début jusqu'à la fin de leur vie. Alors, vous avez des sadnaot. Vous faites plusieurs choses dans ces sadnaot. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? D'accord. Les sadnaot, c'est des ateliers. C'est des ateliers. Alors, ces ateliers, je parle de choses, c'est très large comme sujet, et c'est parfois, on va dire que les femmes arrivent et des fois, elles ne se sentent pas très à l'aise. Alors, d'abord, si c'est un sujet très sérieux, j'essaye de mettre quand même de l'humour. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Et puis, je vais faire un programme qui progressivement va pouvoir... D'abord, je vais mettre un cadre au niveau de la vision juive, un cadre au niveau de la halakha, qui va être un cadre qui va permettre à la personne d'être sûre que quand on va aller plus loin, on ne sort pas de ce qui est permis. C'est important parce que des femmes, elles vont avoir peur. Hein. C'est bien, tu me racontes ça, mais tu sais, tu me parles de sexologie. Il y a des femmes qui arrivent avec de fausses croyances et qui ont passé une vie à passer à côté de leur vie, en fait. Tout à fait. Il y en a plein. Et comment je vais faire ? Parce que c'est difficile. Alors, j'utilise un tas d'outils ludiques. Alors, la relaxation, de la méditation. On va travailler sur son corps, on va savoir c'est quoi le périnée, travailler des exercices pour renforcer le périnée, un atelier d'écriture, des massages. C'est-à-dire que je vais utiliser un tas d'outils, de la sophrologie, pour petit à petit faire prendre conscience aux femmes et puis faire des switches dans leur tête et dans leur corps. Voilà.
Donc vous allez lutter peut-être contre les résultats d'une éducation un peu puritaine, un peu stricte, qui peut-être parfois a des conséquences dans la vie des femmes plus tard et qui les empêche de vivre une sexualité épanouie. Il y a un aspect psychosocial, par exemple, de la douleur. Il y a des femmes qui ont des douleurs, mais qui ne sont pas des vraies douleurs physiques. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est des vraies douleurs physiques, mais elles provoquées par des croyances qui vont générer donc, par exemple, un vaginisme qui est une contraction de tous les muscles du périnée et qui ne permet pas donc la pénétration et qui est très douloureux. Ces femmes, souvent, ont honte d'elles-mêmes, elles ne savent pas à qui s'adresser. Ça fait bien entendu des très gros problèmes de Shalom Bayit. Alors que si elles avaient l'information que, vous savez quoi, il y a 7% des femmes, par exemple, je ne suis pas sûre du pourcentage, mais qui vivent ça, c'est Besséder, ça arrive, et il y a des solutions dédramatisées. Énormément re-rentrer les femmes dans une norme. Elles croient toujours qu'elles sont hors norme. Or, c'est donner, on va dire, un espace de parole, libérer la parole, pouvoir poser toutes les questions qui touchent à ce sujet intime, compliqué. On ne va pas en parler dans la rue en même temps. C'est ça, elles n'ont pas le temps non plus, elles sont débordées. Ouvrir un espace-temps pour pouvoir se poser ces questions-là, c'est important et c'est ce qu'elles font dans mon sadhana. Et d'un autre côté, et je le dis parce que c'est important, personne ne va raconter dans mon sadhana ce qui se passe dans son lit. Parce que ça ne se fait pas et ce n'est pas le but. C'est important. Il y a quand même une certaine... Tout à fait. Je vais leur donner une palette d'outils. Et chacun en fera ce qu'il voudra. Exactement, chacun en Alors, fera ce qu'il voudra. On parle beaucoup des femmes, mais il y a les hommes quand même dans cette histoire. On n'est pas toutes seules. Donc, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce que parfois, la femme avance, va suivre des cours, s'intéresse, évolue, et puis son mari ne suit pas. Tout à fait. Et vous avez aussi raison de dire qu'il y a un vrai besoin chez l'homme, parce qu'il ne faut pas croire que les problèmes ne viennent que chez la femme. Par exemple, les problèmes de désir, maintenant, ça arrive aussi chez l'homme. Le burn-out, par exemple, on en parle de plus en plus, qui est un problème donc, de stress intense, a une vraie conséquence sur la sexualité, par exemple. Le stress, les maladies qui peuvent apparaître au niveau du diabète, par exemple, avec des médicaments qui peuvent avoir une influence sur la sexualité. Donc, ils ont aussi besoin d'informations. Alors, ces sadhanaot existent en hébreu. Je cherche encore une fois mon binôme. Il faudrait un binôme masculin. Voilà, c'est un appel. Voilà, Sophie Nataf cherche un binôme. Il faudrait que, en fait, cette personne fasse la même formation que moi, parce que moi, je suis pas à même de faire cette formation. Donc, il faut qu'il ait ce diplôme. Mais par contre, je leur dis aux femmes, c'est une bonne occasion de développer sa communication. Avec son mari. Voilà. Une fois que vous sortez de mon cours, allez raconter ce que vous avez appris, ce que vous avez ressenti. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que les femmes viennent vous voir en vous disant « Oui, ça m'a aidé, ma vie a changé ». Alors oui, c'est très émouvant. Il y a des femmes qui m'ont pris dans leurs bras en pleurs. Elles m'ont dit, c'est comme si j'avais été nouée fermée à double tour et le cadenas s'est ouvert. Mais c'est les maris qui vont venir vous remercier aussi après. Ce que je dis, je devrais faire la pub chez les maris, pas chez les femmes. Et il y a des petites anecdotes comme ça. Il y a une femme, un jour, elle m'a dit viens, je te présente à mon mari, c'est Sophie. Alors, et d'un coup, je le vois, c'est la Sophie. Non, c'est une Sophie différente. Et elle a eu un petit peu honte. Alors, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, parce que si vous êtes là, Sophie, merci. Voilà. Écoutez, en tout cas, on était ravis de vous recevoir. C'était un petit peu spécial, mais ça fait aussi partie, on va dire, d'Israël. Et ça fait surtout partie de l'Alia, parce que forcément, l'Alia, ça chamboule, ça bouleverse. Et le couple en prend souvent un coup. Ça, c'est le cas de le dire. C'est certain. Il y a énormément de stress. Il y a toute une vie qui est différente. Il va falloir prendre des nouvelles habitudes. Des nouveaux repères. Et repères. Et bien entendu, la relation intime, empathie.
ce qui est très important de dire, c'est qu'il faut voir aussi les choses différemment. Si vous faites un petit peu d'effort et que vous mettez de vôtre pour développer cette relation intime, ça va aussi vous aider pour pouvoir surmonter tous les autres problèmes. Bon, alors sur ces paroles d'espoir, et on va dire, très positives, on va se quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et on vous souhaite de remplir tous vos ateliers et d'apporter beaucoup de joie et de bonheur à Amen. Tous les couples juifs. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Galita.